à tous et bienvenue sur Observactu TV pour notre émission spéciale Algérie, le cri des fils, le silence des pères. Nous avons l'habitude de décortiquer les structures, les systèmes et les rapports de force. Mais aujourd'hui, nous allons faire un voyage d'une autre nature. Un voyage vers l'ombre portée de la guerre, là où l'histoire, avec un grand H, vient briser le soleil d'une enfance. J'ai l'honneur de recevoir l'historien Hosni Kitouni. Vous êtes connu pour vos travaux rigoureux sur l'histoire de l'Algérie, mais vous publiez aujourd'hui un ouvrage qui bouscule tout. Ce que la guerre m'a pris de toi. Ce n'est pas un livre d'histoire classique, c'est une lettre, un tombeau de papier, un témoignage bouleversant sur ce que signifie naître dans la guerre. Vous aviez 7 ans quand le monde a basculé. Vous étiez le fils d'Abdelmalek Kitouni, qui appartenait à la prestigieuse lignée des Ouled El Abed, artisan tailleur, ancien soldat de Monte Cassino, devenu résistant. Un jour d'automne 1955, il disparaît pour rejoindre le Maquis, laissant derrière lui des 2 mains qui ne finissent jamais. Hosni Kitouni, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, je vous remercie. Merci Hosni. Alors Hosni, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour passer de la casquette de l'historien qui analysait les faits à celle du fils qui raconte ses larmes? Est-ce que ce livre est la fin d'un long silence de 60 ans? C'est une excellente question. C'est une question, elle est au cœur de ma trajectoire. Et en fait, ce texte, je l'écris il y a 20 ans, avant même que je commence mon travail sur l'histoire de l'Algérie. Je portais un trauma, une souffrance, une relation à moi-même, mais aux autres, profondément marquée par la guerre de libération nationale et par la disparition de mon père. Et donc, je vivais cela sur le fond du trauma, de la souffrance, de la douleur, de l'impossible parole. Sinon, de manière émotionnelle, affective, etc., je n'arrivais pas à m'en débarrasser. C'est vraiment quoi. Et alors, un jour, on se rend compte, moi et un ami qui est également fils de martyr, qui est le fils de Reznada de l'Airmont, on se rend compte qu'on commence à échanger sur la littérature, etc., et à écrire aussi, à échanger des écrits. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, à mettre sur le papier ce qui, en fait, je portais en moi comme quelque chose de profondément traumatisant, de profondément indicible, qui est l'histoire de ma relation au père, à la guerre, etc. J'ai mis ça sur le papier. Et c'est grâce à ça, en mettant ça noir sur blanc, que j'ai pu entamer ma réflexion sur l'histoire de l'Algérie et commencer à travailler de manière rationnelle, etc. J'ai mis ça de côté. C'est à la fin, il y a 2 ans, j'étais en train de réfléchir à quel projet je devais commencer après la fin de mon livre sur l'histoire, mémoire et colonisation. Et en feuilletant, en cherchant dans mes manuscrits, j'ai retrouvé le livre. Et je l'ai proposé à un ami. Un ami, c'est Amin Khan, qui est un poète. Je profite pour le saluer très vivement. Un poète, un grand ami, un fils de grand militant de la guerre de libération nationale. Tous les militants sont grands. Et là, j'emploie le terme qualificatif uniquement par respect et par admiration à son père et à lui. Et donc, c'est lui qui me conseille, il m'a dit, écoute, si tu ne publies pas ce livre, c'est vraiment, tu ne fais pas. Et c'est comme ça que je l'ai publié. Et en fait, le livre raconte ma relation à la guerre, mais plus que ça. Comment j'en suis venu finalement à soi. Commençons par un extrait de votre livre. Au départ, il y avait le soleil et père. L'un rythmait les jours et l'autre nos vies. Hosni, avant que la guerre ne vienne tout assombrir, votre monde était un équilibre parfait entre la lumière et cet homme. Comment un enfant de 7 ans comprend-il que l'un des 2 astres de sa vie décide de s'éteindre volontairement pour aller brûler ailleurs au maquis? C'est la grosse question. C'est la terrible question. C'est la question
Bien, elle est au fondement de dire ouais, de la manière dont je suis fabriqué par la vie. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On est surpris. On se trouve devant un fait accompli subitement du jour au lendemain. Votre père, avec qui vous étiez très, très profondément lié pour des raisons très familiales, très personnelles, subitement, il disparaît. Vous ne comprenez pas pourquoi il a disparu. Je vais raconter une petite anecdote que je pas de. Au moment où je l'ai revu, c'est-à-dire une année après son départ, quand je l'ai revu, j'ai refusé d'embrasser. Il embrassait tout là, comme mes sœurs, etc. Moi, j'ai refusé d'embrasser, je me suis écarté. Et pendant toute la journée, pour le punir, 27 ans, le punir, mais vraiment le punir, j'ai refusé de l'embrasser, j'ai refusé de l'approcher, etc. Mais tous les enfants, je ne crois pas que ce soit exceptionnel, tous les enfants vivent dans la douleur et la souffrance, la séparation avec les parents. Cependant, en ce qui nous concerne, c'était vraiment il m'a amené le matin à l'école et l'après-midi, il a disparu, je ne le trouve pas au magasin. Chaque fois que je le rejoignais au magasin, ce soir-là, je ne le trouve pas. Je rentre à la maison, qu'est-ce que je vois? Je vois des femmes, des cousines, des cousins, etc., qui sont là avec ma mère pour essayer de la soutenir dans un état de délabrement mental absolument total et que je ne comprenais pas. Voilà, ça a commencé comme ça. Husni, avant le maquis des montagnes, il y avait le maquis de la ville. Votre père, Abdelmalek, était artisan tailleur. Sa boutique n'était pas qu'un lieu où on ajustait des costumes, c'était un carrefour de sociabilité. Un forum où les anciens de Verdun ou de Monte Cassino recousaient, entre deux points de couture, le récit de leurs espoirs déçus. On a l'impression, en vous lisant, que la politisation et la révolte se sont tramées là, dans l'intimité de cette échoppe. Est-ce que la boutique du tailleur a été, pour le petit garçon que vous étiez, votre première école de la résistance? Avez-vous compris, en observant ces hommes discuter dans l'arrière-boutique, que la parole était le premier territoire que la colonisation n'avait pas réussi à totalement occuper? C'est juste, très fin ce que vous dites. C'est vrai, ça c'est. Écoutez, la boutique, elle n'était pas immense. Et alors, chaque soir, je voyais débarquer là, 4, 5, 6 personnes, et puis ça partait dans des discussions fébriles, passionnées, autour de la vie, autour de ce qui se passait dans le monde, etc. Puis, chacun n'était pas un grand bavard. C'était un homme très, très réservé, il ne parlait pas beaucoup, il ne participait pas beaucoup. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il s'occupait au maquis, il s'occupait du secteur de la finance, du renseignement, etc., etc. Mais effectivement, c'est profondément marquant, ces scènes-là, d'une parole que je ne comprenais pas. On parlait du Caire, on parlait de la Russie, on parlait, mais je ne le comprenais pas. Mais je sentais que c'était quelque chose de décisif, d'absolument vital. Et il y a l'autre élément, c'est le secret. Mais subitement, les gens se mettent à parler en un langage incompréhensible pour moi, de manière à ne pas se faire entendre. Et donc, il y avait aussi une parole ouverte, mais aussi une parole secrète. Je crois que cette combinaison-là, elle forme un petit peu une relation à la parole et une relation aux autres qui pose problème, qui interroge, qui dit pourquoi on n'est pas comme tout le monde, on est obligé d'être silencieux, secret, et en même temps aussi passionné sur des questions qui ne se rapportaient pas à la vie quotidienne. Moi, je comprenais, hein, il ne parlait pas de pain et d'eau et de problèmes administratifs, etc. Il parlait de choses qui étaient totalement incompréhensibles. Il n'avait rien de concret pour moi. Et donc, c'est un univers qui s'est construit autour de moi où la politique, c'est la passion, c'est ça. La politique, c'est aussi le secret. La politique, c'est aussi l'engagement, puisque les gens revenaient chaque jour, etc. Mais toujours ça, je l'explique après, et bien entendu, sur le moment, vous recevez ça, vous êtes une éponge, hein, tout rentre, tout un petit peu vous imprègne,
et puis c'est l'interprétation vient après. Dans votre récit, la figure du père est centrale. Avant d'être un terroriste pour la France ou un héros pour l'Algérie, votre père était un homme pacifiste, pieux, qui avait versé son sang à Monte Cassino pour la liberté de l'Europe. Et puis arrive le 8 mai 1945. Alors qu'il rentre au pays, il voit ses frères se faire massacrer à Sétif, Guelma et Kherata par l'armée qu'il servait la veille. Vous écrivez que sa conscience fut à jamais meurtrie ce jour-là. Est-ce que c'est là, dans cette trahison ultime de la France envers ses soldats indigènes, que se situe le véritable acte de naissance de la guerre d'indépendance? Est-ce le moment où le tailleur a compris que le temps de la discussion était fini et que le destin de votre famille était scellé? Il y a quelqu'un qui raconte magnifiquement bien ce moment, c'est Keteb Yassine. Keteb Yassine qui a vécu à l'âge de 16 ans les événements de Sétif, il a été emprisonné, etc. Le 8 mai 45 a été une rupture sanglante dans la relation de l'Algérien français à l'Européen, et aussi à la colonisation. C'est à ce moment-là où, après 40-50 ans d'évolution politique de la société algérienne, où l'activisme politique a atteint ses sommets, où les gens comme mon père, les gens de sa génération, comprennent subitement que la solution pacifique est impossible. Elle est impossible pourquoi? Pas simplement en raison de l'obstination du gouvernement français, mais en raison de l'obstination du peuple. Quoique le 8 mai 45 a été un moment de rupture dans les relations européennes-algériennes. C'est à ce moment-là que les Algériens ont compris que les Européens étaient prêts à leur faire payer le prix le plus cher pour leur indépendance, et qu'ils n'étaient pas prêts mentalement, politiquement, à accepter l'émancipation du peuple algérien ou bien des réformes politiques pour le moins. C'est un moment absolument fondamental qui, contrairement à ce qu'on dit, le 8 mai 45 n'a pas été une insurrection. Ça n'a pas été une insurrection au sens où il y avait une organisation, il y avait un armement, les gens étaient prêts à en découdre avec les Européens. Non, ça a été des événements subis. Ça a été une réaction disproportionnée de la colonisation par rapport au peuple algérien. C'est quelque chose, c'est une réponse cataclysmique de la part des Européens, du gouvernement français, à une manifestation, j'allais dire, banale. C'est-à-dire, c'est ça. Et ça, je pense que pour mon père, pour les gens de sa génération, qui étaient déjà instruits par les expériences du Vietnam, notamment, etc., je veux dire ce que les Européens ont fait dans ces pays-là, les répressions et les guerres, instruits par ces expériences, ils ont compris qu'en Algérie, la voie du pacifisme et la voie de la politique étaient totalement bouchées. Donc, ajouter l'expérience vécue des gens, des souffrances, des morts, des blessés qui arrivaient, qui débarquaient. Vous savez, les gens fuyaient littéralement les villes, les petits villages tout autour pour venir se réfugier à Constantine et raconter donc ce qui s'est passé. Cette terreur. Vous évoquez aussi la mort de votre frère aîné, faute de soins et d'argent. Est-ce que la misère coloniale a été le second moteur de l'engagement de votre père, faisant de lui, selon les mots de votre mère, un passager de votre vie dévoré par une autre passion, la liberté? Vous savez, ma famille était une famille, ma famille. Dans les années avant l'arrivée de la colonisation et même après, jusqu'aux années 70, 1870, c'était une famille très riche. C'est une famille maraboutique qui possédait énormément de terres, de biens, et respectée, une famille comme sa famille Chafra qu'on connaissait à l'époque.
Et donc la colonisation, l'engagement de ma famille, c'est un engagement total. Les grands-parents qui sont morts lors de l'insurrection de 1871, et j'ai été dépossédé. Dépossédé. Quand je dis dépossédé, il faut comprendre ce que ça a été pour les Algériens. C'est du jour au lendemain, l'armée décide de vous prendre vos terres, vos maisons, vous faire payer des tributs de guerre absolument importants, et du jour au lendemain, les gens se retrouvent même pas de quoi manger. Amen. Ni toi, ni demain, ni rien. Voilà la réalité de truc. Et donc, ma famille, chassée de cette terre, est devenue famille errante. Allant, mon grand-père, allant de village en là pour trouver du travail, pour prendre des terres en gérance, qui ne pouvait plus nourrir ses enfants. Et mon père, dès qu'il s'est marié, et donc était obligé de quitter la maison familiale pour essayer de gagner sa vie, pour essayer, parce qu'il ne pouvait pas faire supporter à son père son propre poids et le poids de sa femme. Voilà, ma mère me raconte des scènes absolument effrayantes, surtout en 1940, avec la famine de 1940. Il n'avait pas, il mangeait de l'herbe. Il mangeait de l'herbe. Voilà, ma mère le ressentait d'autant plus que c'est paradoxalement une fille de Caïd. C'est paradoxal dans la famille. La famille de ma mère ont été des administrateurs chez les Français. Et donc, ils vivaient très bien. Ma mère a vécu son enfance et son adolescence dans des conditions d'aisance incomparables avec celles de mon père. Et donc, en arrivant chez mon père, dans une famille très pauvre, elle a ressenti, elle a vu, elle a capitalisé cette école. Voilà comment mon père avait. Voilà comment je partageais de l'herbe. C'est de l'herbe. Manger de l'herbe. Je savais pas. Ma mère me raconte une scène absolument incroyable. Elle mettait, parce qu'elle mettait pour faire calmer ses enfants, pour calmer les enfants, à elle et aussi les enfants de la vie, elle mettait qu'on appelle pour faire manger l'ustensile, pour faire la popote, la cocolle, la popote. Elle mettait, oui, voilà, elle mettait de l'eau, elle mettait les pierres, elle laissait bouillir pour leur faire croire qu'un repas était en train de se préparer et faire en sorte qu'ils s'endorment avant qu'ils mangent. Puisque c'est des trucs absolument effrayants. Dévoilons un autre extrait de votre livre. Tant d'autres trous sanglants de l'Europe en guerre. Ils ont défendu la liberté des autres au nom d'une prétendue liberté commune et une nation ayant usurpé la leur. Votre père, Abdelmalek Kitouni, avait la croix de guerre. Il a sauvé la France à Monte Cassino. En 1945, il comprend que sa récompense sera le massacre de Sétif, Guelmar Kherata. Hosni, ce livre est-il aussi une manière de dire à la France « Regardez ce que vous avez fait à vos propres héros » Je crois que le drame tragique du colonisateur, c'est qu'il ne voit pas ce qu'il fait. Je crois que c'est fondamental. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas quelles sont les conséquences réelles de ces actes. C'est-à-dire qu'il voit en apparence. Il voit que telle maison a été détruite, que tel individu a été tué, que ceci a été fait. Et ce qu'il y a derrière, ce que cela provoque comme traumatisme et comme réaction chez l'autre, il ne le voit pas. Et je crois que c'est là l'immense problème. Dans nos relations avec les Européens. Et aussi les pieds noirs, etc., ils ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui le mal que ça a pu être la colonisation. Ils sont encore capables de dire oui, nous avons fait du bien, il y a eu des bienfaits, il y a eu des progrès, nous avons construit des hôpitaux, ils ne voient pas ce que déposséder les gens de leur terre, chasser les gens de leur terre,
appauvrir les gens, les humilier, les raciser, et ça, ce que ça peut provoquer de choses qui ne sont pas apparentes. Le traumatisme est interne, le mal est interne. Et ils sont incapables, même lorsque vous leur racontez cela, ils sont incapables de le comprendre comme quelque chose d'absolument fondateur d'un individu. Et c'est pour ça que il y a une incompréhension totale. Je lisais récemment un livre d'un Algérien qui vit en France, et dit les Français ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que nous sommes. Ils ne savent pas ce que nous sommes. Ils croient nous comprendre. Ils croient détenir un savoir sur nous. Ils disent, ah, les Algériens, on les connaît. Et ah, les Algériens, ils sont comme ceci, comme cela. Mais c'est en fait, c'est des apparences de connaissances, c'est des pseudo-connaissances. Ils n'ont pas une connaissance réelle et approfondie de l'être algérien. Pourquoi? Parce qu'il y a dans leur relation à l'Algérien un mépris fondamental. Un mépris, c'est-à-dire qu'ils nous poussent vers l'autre comme presque un non-humain, un non capable de rationalité et incapable d'élaborer quelque chose de complexe qui réponde à une situation complexe. Dès lors, ils n'ont que des préjugés. Dans le regard qu'ils ont sur nous, c'est des préjugés, c'est une pseudo-connaissance, d'où l'incompréhension, d'où la profonde incompréhension et d'où aussi d'impossible dialogue. Parce que comprendre l'autre et dialoguer avec l'autre, il faut l'accepter comme étant un être capable de rationalité, capable de sentiment, capable d'émotion, autant que vous, que c'est un égal. Et étant un égal, ce qu'il ressent est un paramètre aussi important dans la relation que ce qu'il ressent lui. D'où le fait d'où ce non-échange fondamental qu'il y a dans les relations. Moi, j'appellerais ça le déni, mais bon, délégation, même, j'irai plus loin. Passons à un autre. Le déni, oui. Oui, le déni, simplement, le déni est une négation de quelque chose, est une non-reconnaissance de l'autre. Mais là, c'est pire. Non seulement il dénie, mais il met quelque chose à la place. Mm-hmm. C'est-à-dire, il ne vous nie pas simplement, il vous dit, vous êtes négatif, vous n'existez. Non, vous existez, mais vous êtes comme ça. C'est moi qui décide comment vous êtes. Enfin, vous voyez. Absolument, absolument. Passons à un autre extrait de votre livre. Son corps tremblait tellement qu'il communiquait ses vibrations au pied de la tablette et à mon oreiller. C'était comme si elle tremblait en moi. Votre livre rend un hommage vibrant à votre mère, cette femme restée seule, qui voit les parachutistes débouler avec leurs chiens, mettre la maison à sac. Vous racontez cette image déchirante, votre mère, la nuit, collée au vasistas, tremblant de peur que les soldats ne reviennent pour elle ou sa fille. Ces tremblements faisaient vibrer votre propre oreiller. Vous vous décrivez comme une sentinelle improbable, un petit garçon qui refuse de dormir pour ne pas laisser sa mère seule face à ses frayeurs. Comment survit-on à cette inversion des rôles où l'enfant devient le gardien du sommeil de ses parents? Est-ce que cette profusion de frayeur est ce qui définit encore aujourd'hui toute une génération d'Algériens? J'ai construit une relation à ma mère quand je vous raconte une scène. Je rentre de l'école et je la rends d'ailleurs dans le livre. Je rentre de l'école, je trouve la chambre complètement dans un désordre absolu. Tout est renversé, la semoule, le sucre, le café, les habits mélangés. Et ma mère assise dans un coin, totalement impuissante. Je ne savais pas par quoi commencer. Et là, je rentre, elle me parle. Alors, je ne sais pas. Oui, c'est l'incompréhension. Vous ne comprenez. Mais en même temps, l'amour que vous avez pour vos parents, la relation charnelle que vous avez avec vos frères, avec
maman avec moi. Donc que cette incompréhension, on va la remplir par le sentiment, par l'affection, par la tendresse. On va mettre dans l'incompréhension, dans ce vide, dans ce fossé que creuse l'incompréhension, on va y mettre du sentiment, on va y mettre de la chaleur humaine, on va y mettre de l'amour, pour essayer de retenir cette personne-là, de la tirer vers le rivage, pour ne pas la laisser se perdre. Mais tout cela n'est pas réfléchi, bien sûr. Tout cela, c'est un petit peu des réactions spontanées. Il y a une scène qui peut résumer cela. Un jour, là, il n'y a pas très longtemps, je passais à Alger, dans une rue d'Alger, et je vois une grande personne, qui titubait, malade, je crois, ou je ne sais pas dans quel état, et son fils tout petit, essayait de le retenir et de guider ce père-là pour qu'il ne tombe pas. Et c'est en fait l'enfant qui retenait le père et qui essayait de le maintenir debout. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça que nous avons sans y réfléchir. Quoi. La résilience. La scène dont je vous... Oui. Oui. Allez-y. Non, je vous disais, la scène que je raconte, c'est chaque soir, on habitait une chambre, et puis il y avait, la chambre était mitoyenne à une autre chambre, qui était, elle, accessible par la rue. Donc, les soldats français venaient, ils s'installaient sur le toit de la chambre, on pouvait les voir à travers le vasistas. Et donc, chaque soir, il arrivait pour surveiller si mon père n'allait pas revenir la nuit à la maison. Mais ma mère avait une peur, hein, elle avait la peur que les soldats entrent dans notre chambre, qu'il abuse d'elle, de sa fille. Elle avait une peur absolument. Chez les Algériennes, il y a une peur du viol, une peur incroyable d'être violé par les soldats. Et ça fait partie de l'histoire. Parce que la guerre de conquête, c'est accompagné. On ne le dit pas, on ne le raconte pas, il n'y a pas de récit. Il n'y a que quelques bribes de récit. C'est constamment accompagné de viols. Et il y a un seul récit que j'ai pu retrouver chez un auteur anglais qui a participé à la prise de Beni Abbès, la prise de la Kabylie, du parti de la Kabylie par Bugeaud. Il raconte une scène horrible de viol. Il disait que les soldats pénétraient dans les maisons et pouvaient se jeter littéralement. Donc ça, c'était une expérience que les Algériens ont gardée, les Algériennes notamment, ont gardée de manière inconsciente dans leur subjectivité, comme un traumatisme absolument effrayant, incroyable, qui nous a accompagnés durant toute la colonisation. On a retiré à votre famille ses terres, ses titres et jusqu'à son nom, falsifié par l'état civil colonial. Est-ce que l'écriture de ce livre est aussi une manière de rendre à votre lignée, les Ouled El Abed, leur véritable identité volée? Oui, voilà, le traumatisme de l'état civil est quelque chose d'absolument effrayant en Algérie. Pourquoi? Les gens avaient des noms patronymiques traditionnels, et les Français ont décidé, à partir de 1882, avec la loi sur l'état civil, d'attribuer de manière autoritaire des noms patronymiques pour diviser les tribus, littéralement pour diviser les tribus, afin de casser les solidarités internes dans une même tribu qui portait souvent le même nom, ou l'El-Sida, ou l'El-Sida, ou l'El-Sida. On a attribué des noms patronymiques, et aussi l'état civil. Et les recenseurs, notamment dans l'Est algérien, ont fait un travail absolument barbare, sauvage. Ils ont attribué des noms déshonorants, des noms, on dirait insultants, pour des familles. Et ainsi, des gens se sont retrouvés avec une qualité
on a même donné des paperassiers, etc. Quarti, hein, il dit de quelqu'un quarti, c'est le paperassier. Hein, et des noms encore plus insultants. Je ne vais pas les citer à l'antenne. Et donc, notre famille a donc s'est vu changer de nom. Moi, en fait, mon véritable nom, c'est Batitouni. On est pas sur l'état civil. Hein. Mes deux grands-parents, deux agents, l'un porte le nom de l'Aboudi, et l'autre porte le nom de Batitouni. Pourquoi? Parce que le jour du recensement, l'un était dans un lieu et l'autre dans un autre lieu. Et ils ont été comme ça recensés sous des noms différents. Ils ont été obligés de changer. Mais mon véritable nom, c'est Ouled Lab. C'est Blab. Parce qu'on appartient à la grande famille des Ouled Lab. Alors, imaginez, pour moi, pour l'Algérien dit Aziz Haddad, le fils de Cheikh Haddad, il raconte, il dit un fils du pays, pour être reconnu, il doit désigner la terre qui lui appartient, l'olivier qui lui appartient, et le cimetière où ses ancêtres sont enterrés. Donc on reconnaît quelqu'un, l'appartenance quelqu'un à son lieu, par le cimetière, par l'olivier, par la terre. Moi, à ma naissance, je n'avais ni terre, ni olivier, ni cimetière. Je ne savais pas. Où sont enterrés mes grands-parents? Je ne savais pas. Quel est l'olivier? À quelle terre nous sommes à terre? Je ne savais pas. Et là, c'était d'autant plus traumatisant pour moi parce que je voyais autour de moi des gens qui, quand même, au moment de la ils recevaient leur repas de huile d'olive, etc. Ils allaient chez leurs grands-parents à la campagne, etc. Moi, je n'avais pas de grands-parents. Je ne connaissais pas. Tout ça, je l'ai reconstitué. Il y a une quinzaine d'années, j'ai tout reconstitué. J'ai retrouvé les cimetières. Passons à un autre extrait de votre livre. Ah là là. A-t-on jamais vu un père embrasser tendrement son fils et disparaître sitôt après, pour rien et sans rien dire? Pas mourir, non, mais disparaître. Vous parlez de ces deux mains qui n'arrivent jamais. Dans la culture algérienne, le non-dit est souvent une protection. On ne dit pas aux enfants que le père est au maquis pour ne pas qu'ils parlent sous la torture. Mais ce silence, Hosni, n'est-il pas une seconde blessure, celle d'avoir cru pendant des années que vous aviez été abandonné par celui qui rythmait vos vies? Et je crois que c'est ça, j'ai résolu ce problème-là par l'écriture du livre. Hein. C'est ça qui a été porté comme trauma. Et ça a été résolu par maintenant. J'ai résolu ce problème-là. J'ai résolu ce silence, j'ai résolu ces départs, ces retours, ces morts, ces blessures, je les ai résolus. Je sais maintenant par quoi ils ont servi, où ils ont servi. Je sais pourquoi ils sont nés, pourquoi, quelles sont les causes profondes de ce qui s'est passé. Maintenant, je l'explique. J'ai une explication rationnelle. Je dis, c'est ma liberté. La liberté que je suis en train de vivre aujourd'hui en tant qu'Algérien, dans un pays souverain, indépendant, dans un pays qui renoue avec son histoire, le fait même que je vous parle et qu'on se parle en tant qu'Algérien de l'expérience que nous partageons, je crois que c'est ça, le résultat de ces souffrances, de ces insultes, etc. Ça a servi, ça a construit quelque chose. Notre avenir a été construit par ces souffrances, ces peines, ces sacrifices, etc. Et c'est par cela même, c'est par cette réflexion-là que un petit peu qu'on se libère du traumatisme et on se libère de ces images incompréhensibles, de ces situations paradoxales et traumatisantes. C'est en fait grâce à la rationalité, grâce à la compréhension de ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, chez moi, maintenant, j'en ai des traces, j'en fais des traces. Je reconstitue cela.
c'est-à-dire à travers les objets, à travers des documents, à travers des récits, à travers tous ces petits éléments, tous ces détails, je les inscris dans une histoire qui a un sens et qui a une rationalité. Donc, je le communique par mes livres, hein, par mes travaux, je les communique aux autres. Je dis, finalement, voilà quelle rationalité a se passé, voilà comment il est construit et voilà comment il faut l'appréhender. Rossini, en tant qu'historien, avez-vous dû faire face à une double archive, celle de l'administration coloniale et celle muette des femmes de sa famille? Comment écrit-on l'histoire avec des silences? Je crois que c'est le problème essentiel de l'écriture de l'histoire par les vaincus. On n'a pas d'archives au sens classique du terme. Nous n'avons pas de documentation écrite, sériée, classée, classifiée, etc., qui installe des immeubles et qui raconte un passé. Nous le possédons. Bien plus que ça, je le dis, je l'ai écrit développé dans mon dernier livre, les Français ont tout fait pour effacer une histoire alternative, c'est-à-dire les sources d'une histoire alternative. Les médailles, les compteurs, tout cela a été détruit. Il y a une note de Bugeaud, du maréchal Bugeaud, hein, le sanguinaire Bugeaud. Il y a une circulaire de 1842 où il instruit les chefs des bureaux arabes, c'est-à-dire les commandants des hommes, cercles, etc. Il leur dit qu'il faut interdire en dette, c'est-à-dire à ces poètes populaires, à ces de parcourir, d'aller de village en village pour porter la bonne parole, etc. Donc, il y a eu une destruction rationnelle, dirigée des possibilités d'histoire alternative. Mais ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu. Il y a la mémoire par lesquelles les gens portent le passé. Il y a des chants, des poèmes, des récits, des contes, des cela, qui aussi portaient l'histoire. Il y a des traces archéologiques, des traces des différentes formes qui sont à interroger, des archives alternatives, des archives que généralement l'institution historienne considère comme étant de second intérêt, hein, et auxquelles on ne s'intéresse pas beaucoup. Donc, il y a pour nous historiens, il est indispensable d'interroger, plus que ça, de partir de ces sources alternatives de l'histoire pour les intégrer dans un récit lui aussi alternatif. Parce que je crois qu'il faut sortir des récits classiques, événementiels, logiques, etc., pour penser à une autre forme d'écriture de l'histoire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu des silences. Je crois qu'il y a eu des paroles étouffées. Je crois qu'il y a eu des expressions reléguées. Je crois qu'il y a eu comment dirais-je, un silence organisé, mais qui est d'apparence, parce que dans la réalité, en fait, il y a une possibilité de sources alternatives. Voilà. Les Français, évidemment, Charles-André Julien, quand vous lisez Charles-André Julien, vous ne trouvez pas une seule référence, par exemple, au poète Cheikh Anta, qui a écrit le récit le plus, j'allais dire, le plus complet, sur la prise d'Alger. Il raconte en détail comment la bataille pour la prise d'Alger entre Algériens et Européens, ce qui s'est passé, etc. Mais vous ne le trouvez pas chez Charles-André Julien. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas un récit pour lui qui fait histoire. Il préfère les documents des bureaux arabes, il préfère les documents qui sont dans l'administration française, mais pas ceux-là. Découvrons un nouvel extrait de votre livre.
puisqu'on ne peut plus faire revenir quelqu'un qui ne voulait pas de vous. Je ne souhaitais plus qu'une chose, mourir, disparaître en emportant avec moi jusqu'à ma propre existence. C'est une phrase terrible dans la bouche d'un enfant. La guerre ne prend pas seulement le père, elle prend l'envie d'exister au fils. Comment cet enfant qui voulait disparaître a-t-il réussi à devenir l'homme debout que nous recevons aujourd'hui, capable de porter la mémoire de tout un peuple? Je crois que c'est ma mère, je crois que c'est nos femmes. Je crois qu'on n'a pas commencé à en prendre conscience. Je crois que le rôle des femmes dans l'histoire de l'Algérie est absolument fondamental. Je crois que c'est les meilleures bibliothèques, les meilleurs musées, les meilleurs enseignants, les meilleurs, etc., du patrimoine culturel, de ce que nous sommes, de ce que la femme est au fondement de la résilience algérienne. Au sens littéral du terme, c'est elle qui garde, sauvegarde ce qu'est l'identité d'une famille. La femme, rappelez-vous ces scènes que décrivent les historiens où, au moment des combats, les femmes se mettent derrière et à lancer des you-you et lancer des cris d'encouragement pour pousser les hommes à combattre, etc. Et je crois que c'est ça notre histoire. Ma mère a été cela, a été celle qui a porté cette famille. Imaginez, une femme de 30 ans, qui ne savait ni lire ni écrire, qui n'est jamais sortie de la maison. Jamais. Enfin, qui sort accompagnée de son mari, et qui n'a jamais franchi le pas de la porte, seule. Qui se retrouve du jour au lendemain responsable de 4 enfants et devant les prendre en charge pour la scolarité, pour le cours, etc. Et la première fois qu'elle est sortie de la maison, elle a demandé à ma tante de l'accompagner. Et en arrivant dans une rue populaire, comme ça, ma tante s'est éloignée. Et ma mère s'est crue perdue. Elle a eu un moment d'angoisse, absolument de frayeur, comparable. Et donc, elle a pris comme ça. Je prends la scène. Il y a une scène incroyable au moment où elle a été convoquée par la police. Elle a été obligée d'aller au commissariat de police, entrer seule au commissariat de police. Elle est revenue de ce rendez-vous dans un état délabrement total, absolument. Mais malgré ça, elle résistait. Mais malgré ça, je me rappelle un jour, notre quartier était encerclé par l'armée, et arrive un homme à 6h30 matin, frappe à la porte, ma mère lui ouvre, elle le reconnaît, c'est un Moudjahid, qui avait des problèmes, qui avait une arme, et ne pouvait pas franchir le barrage de police. Il lui a dit, est-ce que tu peux m'aider? Il faut à tout prix que je fasse traverser mon arme pour l'amener quelque part, pour la mettre. Je veux dire, elle prend son arme, elle cache l'arme sous sa haïk, son maillard, et elle réussit comme ça à traverser le barrage de police et à le mettre l'arme un peu plus loin. Il faut imaginer cette belle personne. Ma mère était un bout d'être comme ça, avec des clichons, etc., avec ce courage indomptable. Et puis, avec une capacité de narrer, de rappeler les conteuses. Donc, c'est nos femmes. Nos femmes sont au fondement de notre résilience culturelle, de notre résilience civilisationnelle, oui, de notre survie, en quelque sorte. Et c'est elle, je crois, dans la famille qui a transmis ça, qui a transmis, qui le transmet non pas de manière négative, de manière dépréciative. Non, au contraire, elle racontait cela comme étant quelque chose qui lui faisait honneur, qui faisait honneur à la famille. Et donc on le percevait de façon positive. Elle ne se plaignait pas. Elle dit, ah, mon mari m'a quitté, il m'a laissé pas du tout. Pas du tout. Elle considérait ça comme un acte d'héroïsme et elle l'assumait en tant que tel. C'est important. Une leçon de dignité, gloire à nos mères, Chah Hosni. Un autre extrait de votre livre. La mort donnée
la mort reçue, la mort partout, feu et sang, larmes et cris, visage tuméfié. Les avions, le napalm, la mort tombant du ciel, la guerre sans pitié, sans retard, sans lendemain. Les larmes, toujours les larmes, partout pleurer pour oublier, pleurer pour ne pas avoir peur, pleurer d'impuissance. Hafni, dans ce passage, vous ne décrivez pas une stratégie militaire, vous décrivez une atmosphère. La guerre n'est plus un événement extérieur, elle devient votre respiration. Elle s'insinue dans vos gestes et vos regards. Aujourd'hui, en tant qu'historien, comment regardez-vous ces archives qui parlent de pacification alors que vos souvenirs d'enfants ne parlent que de terreur? Le rôle de l'historien n'est-il pas justement de réinjecter cette souffrance humaine dans la froideur des rapports militaires? Oui, je vais raconter une scène. J'étais au Mali. Moi, quand je dis au Mali, j'avais 10 ans. Et je suis allé voir, non pas mon père, mais je suis allé voir mon oncle. Mon oncle, c'était au Mali, le martyr de la religion. C'est-à-dire qu'il est tombé au champ d'honneur pas loin de mon père. D'ailleurs, il est mort en 1960. Et donc, en 58, j'avais 9 ans, je suis allé avec sa femme le rendre visite au Mali. Et c'était le moment de l'opération Châle. Châle, etc. Donc, toute la journée, des bombardements, des ratissages, on était constamment aux aguets. Et à un moment, pour aller nous réfugier dans une grotte, il fallait passer une clairière, hein, dans une forêt. Il y avait une clairière. Et une clairière d'à peu près 150 mètres. Et pour traverser cette clairière, il fallait faire extrêmement attention parce que les avions mouchards pouvaient nous surprendre. Des avions mouchards, on ne les entendait pas. Hein. On avait des petits avions noirs, des avions mouchards. On les entendait même, mais ils pouvaient nous voir. Et si nous donner immédiatement le signal aux avions bombardiers, ils pouvaient intervenir très vite. Donc traverser la clairière, c'était on restait là à la marche, hein, on attendait, on surveillait le ciel, et il fallait courir très vite. Et puis, et un jour, il y a un courant, un jeune B, il s'accroche à un truc et il tombe. Et là, mon oncle, on s'était tous arrêtés, on s'est mis à rire. On s'est rire de ce qui est arrivé à l'autre. C'est-à-dire, la peur dans laquelle nous étions nous a fait réagir presque un rire hystérique, finalement. C'était même pas un rire, et on a entraîné le bonhomme. Alors, moi, j'imagine, je me dis, comment les soldats français peuvent imaginer cette scène. Ils ne peuvent pas se l'imaginer. C'est-à-dire, peuvent nous imaginer que, pris de peur panique, horrifiés par la peur, ou bien barbares, sauvages, fanatiques, communicatives, insensibles à la douleur et à la souffrance, ils ne peuvent jamais imaginer une situation intermédiaire dans laquelle se manifeste toute notre humanité. Ils ne peuvent pas nous imaginer être humains, capables de ressentir, d'aimer, etc., exactement comme. Et voilà. Donc, la guerre, ils la décrivent, eux, comme étant une opération militaire. Et ils ne la voient pas, ne peuvent pas la voir, comme étant une barbarie, un vandalisme contre des êtres humains qui n'avaient rien fait, n'étaient pas préparés à ça, n'ont pas demandé à faire la guerre, mais qu'on leur a imposé d'une certaine façon. Et donc, là aussi, on revient au même paradigme. Il y a une incompréhension fondamentale. Moi, les Européens sont incapables d'écrire l'histoire. Hein, ce qu'ils écrivent, c'est l'histoire. Hein, quand vous lisez les Julien,
même Maspero, François Maspero sur Saint-Arnaud, c'est Olivier Le Cour-Grand-Maison sur... Oui, ils écrivent ce qu'a fait la France en Algérie. La France a fait, la Syrie, elle a été barbare, peu importe. Hein, mais ils ne peuvent pas sentir ni comprendre ce qu'ont vécu les Algériens, ce qu'a été la guerre pour les Algériens, ce qu'elle a été. Elle n'a pas été, elle a été complexe, formatrice, transformatrice des êtres humains. Elle a fondé de nouveaux sentiments, elle a fondé de nouvelles compréhensions du monde, elle a fondé de nouvelles relations, etc. Et tout cela, on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Par inattention, évidemment. Par absence d'empathie fondamentale. C'est-à-dire, j'écoute l'autre me raconter son histoire. Parce que c'est son histoire, c'est pas la mienne, c'est la sienne. C'est lui la victime. Et donc, c'est ce qu'il dit qui est la vérité. C'est non pas ce que je dis moi, en tant que traducteur de ce qu'on parle français, etc. Mais j'essaie de comprendre ce qu'il a. Et là, c'est le quiproquo. Souvent, je suis en débat avec comme ça, des historiens français. Je dis, comment écrire l'histoire des Algériens alors que vous n'écrivez pas l'arabe et vous ne parlez pas l'arabe? C'est comme incroyable. On écrit l'histoire des Algériens, on ne lit pas une lettre d'arabe. Est-ce qu'on peut imaginer un Anglais écrire l'histoire de France sans connaître le français? C'est pas possible. Hein? Et comment écrire l'histoire des Algériens sans connaître leur langue ou sans lire leur langue? Ça, c'est aussi banal que ça. C'est une question qu'on lance en suspens, mais qui mériterait évidemment un débat. Husni, on dit souvent que l'Algérie et la France sont deux corps liés par une cicatrice commune. Une cicatrice qui fait mal quand on refuse de la soigner, mais qui devient une trace de vie quand on accepte de la nommer. Est-ce que cette clarté brutale que vous apportez est le seul remède pour que cette cicatrice cesse de nous hanter et devienne enfin une mémoire partagée? L'idée de mémoire partagée, je ne l'accepte pas parce que je ne crois pas qu'il y ait de manière à donner une mémoire partagée, sinon des choses complètement sans importance. D'avoir habité dans le même quartier, d'avoir vu les mêmes personnes, comment un bourreau et une victime peuvent partager une même mémoire? Je ne crois pas. Et je crois qu'il y a des mémoires parallèles. Il y a des moments où nous devons être compatissants et compréhensibles de la mémoire de l'autre. Nous devons écouter l'autre, sans vouloir nous identifier à lui, sans dire c'est ma mémoire. Non, je suis désolé. Moi, ma mémoire des Européens, je ne veux pas en faire la mienne. Et ma mémoire, je ne veux pas qu'il reste cette tienne. Chacun doit construire, que ça tire, développer sa propre mémoire. Ce problème se pose. C'est un problème de rationalité, c'est un problème de perception, de passé, de relecture du passé. C'est pas la mémoire, c'est pas nourrir notre mémoire de savoir, nourrir notre mémoire de compréhension, nourrir notre mémoire de lucidité, nourrir notre mémoire de remise en cause. Voilà ce qui est important. Il ne faut pas qu'il y ait la dictature de la mémoire. Il ne faut pas qu'on s'impose une mémoire comme quelque chose d'irréversible et de définitivement donné. Que la mémoire se construit, la mémoire se transforme, la mémoire acquiert des choses, dépasse d'autres. La mémoire, c'est aussi l'oubli. Vous voyez? Donc, je ne suis pas partisan de la dictature de la mémoire et croire qu'il est possible de réconcilier les mémoires des Français avec eux. Non, c'est des mémoires irréconciliables. Par contre, on peut se réconcilier en tant qu'être. En tant qu'être humain, en tant que peuple, en tant que société, en tant qu'individu, on se réconcilie. Comment on se réconcilie? On se réconcilie sur la base de la compréhension, sur la base d'un jugement éthique du passé. C'est-à-dire qu'on met carte sur table et on écrit l'histoire, que l'histoire soit écrite de manière à rendre
justice aux victimes. Et en l'occurrence, les victimes, c'est les Algériens. C'est les Algériens, pourquoi? Parce que nous n'avons pas demandé à aller chez eux, nous n'avons pas demandé, nous avons été attaqués, agressés, on nous a dépossédés de notre terre, on nous a colonisés on nous a racisés, etc. C'est nous les victimes. Il y a un autre élément qui intervient, ce sont les Européens qui ont été transportés, qui sont devenus des colons, pour des raisons historiques, multiples, etc. Mais cela, ce n'est pas nous les responsables. C'est l'État français qui est responsable des vicissitudes, de l'abandon, du soutien ou pas de cette population européenne. Donc, la responsabilité première de ce qui est arrivé aux colons, c'est la France, c'est l'État français, ce n'est pas le peuple algérien. Voilà. Accepter de la nommer. Pardon, le travail actuellement qui est fait, j'estime pour ma part, vous ne m'entendez pas, je crois. Si, ça va. Vous ne m'entendez pas. Si, ça va. J'ai perdu mon... Il faut des connexions, mais bon. Voilà. Allez-y. Alors, il y a actuellement, on dit, faire un travail de réconciliation des Noirs. Il faudrait que les Français, les Européens, se prennent en charge comme des grands et regardent l'histoire comme des grands. Regardent les horribles atrocités, l'horrible vérité sur la colonisation. On a des rues, c'est bio. Et les bibliothèques remplies de livres qui font l'apologie de la colonisation. Quand on a des musées remplis de tableaux qui glorifient la colonisation, qui glorifient, on ne peut pas changer de mentalité. Quand on a des statues dans les rues qui glorifient les Colbert, les Bugeaud, Montagnac, Pélissier, etc., on ne peut pas regarder le passé autrement que de manière glorificatrice, etc. Donc c'est à eux, s'ils veulent se réconcilier avec nous, c'est à eux qu'elles se travaillent sur leur histoire. Quand je parlais du travail de mémoire, et nous regarder en tant que et nous aussi, il y a un travail. C'est vrai, si on va à ce débat, c'est vrai que des gens se considéraient comme étant des enfants d'Algérie, les gens ils ont abandonné leur maison, ils ont abandonné leur souvenirs, ils ont abandonné leur histoire. C'est vrai que c'est traumatisant. Je n'ai pas nié cela. Mais sommes-nous responsables de ça? Est-ce que les Algériens sont responsables de cela? Donc, le pas à faire de part et d'autre, c'est que nous reconnaissions qu'effectivement, moi je suis partisan, écoutez, je suis partisan, que des pieds noirs reviennent, peuvent acquérir des logements, peuvent acquérir, se réinstaller, pourquoi pas, si le désir. Moi je suis partisan, je sais que je dis des choses qui ne vont pas plaire aux gens, mais je m'en fous. Je suis partisan à ce que les enfants de Hati soient complètement intégrés, soit parce qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs parents, les enfants de Hati réintègrent la communauté nationale, retrouvent leur part dans notre société, des trucs en conditions. Tout ça, on peut se reconstruire comme ça. Il n'y a pas de barrière insurmontable. Simplement, il y a au fond, à la base, une responsabilité immense devant ce qui s'est passé. Alors, j'abonde totalement dans votre sens parce que dans mon arrière-pensée, cette mémoire partagée, c'était l'idée que, évidemment, la France accepte de nommer les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire massacre d'État, crime d'État et autres. C'est plus sur ce plan-là que j'évoquais les choses et d'où l'idée de clarté brutale qui était la vôtre et qui était un moyen, en tous les cas, un remède pour que cette cicatrice cesse de nous hanter. Clairement que la France assume et qu'elle répare. Hosni, une cicatrice, c'est une peau qui a dû s'épaissir pour protéger une blessure. Est-ce que la société algérienne, à force de ne pas être entendue, ne sait pas fabriquer une peau trop dure
Et est-ce que votre livre est une invitation à retrouver une certaine forme de vulnérabilité pour enfin guérir? Non, non, Carapace, je ne crois pas. Je crois que ce sont pas, les Algériens, ils n'ont pas construit de carapace. Je crois que c'est un peuple extrêmement, qui a conservé sa sensibilité, sa fraîcheur, sa spontanéité par rapport à tout. Mais le traumatisme euh, a été bouleversant et transmis de génération en génération, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça se transmet par le regard, ça se transmet par la parole, ça se transmet par le geste. C'est pas hasard aujourd'hui, y compris chez les jeunes, moi je le vois à travers mes enfants. Et leur relation à distance, parce qu'il y a aussi, ils sont dans une famille qui est porteuse, mais même dans les autres familles, le lien à l'histoire, le lien au passé de l'Algérie, aux souffrances de leurs parents, de grands-parents, etc., demeure vivace. Comment comment guérir ces blessures? Comment guérir les blessures? Je pense que on n'a pas besoin de guérir. Je pense qu'on n'a pas besoin de guérir. Il n'y a pas il n'y a pas de, comment dire, c'est porteur, ça, c'est créatif. La souffrance est créative. Enfin, je le pense comme ça. Des gens peuvent ne pas être d'accord. Mais je dis, dans notre vie, c'est la souffrance qui fait de nous ces êtres chaleureux, empathiques, ouverts vers les autres. C'est cette part des blessures qu'on porte en nous, qui de nous, il n'y a pas à les effacer, il y a à les comprendre, et les sublimer sans doute. Mais pas les effacer. Au contraire, moi, je pense qu'il faut les cultiver par des récits, par des trucs, montrer aux gens ce que leurs parents, leurs grands-parents ont enduré et ont souffert. C'est quelque chose d'absolument, c'est très très important. Il faut pas que, parce que, voyez-vous, les jeunes Algériens, parce que les faciles, etc., pensent que la colonisation et la guerre de l'indépendance, ça a été comme ça, des dates, des lieux, des noms, etc. Ça a été facile. Non, non, c'est une des guerres les plus traumatisantes de l'histoire contemporaine. Cette année, 2,5 millions de personnes déplacées, des centaines de milliers de prisonniers, des blessures. Il faut voir des femmes éventrées, des bébés, des fœtus, des bébés assassinés. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faille dépasser ces souffrances-là. Et mon livre ne cherche pas à les dépasser, hein. Il cherche à les raconter. Et il cherche à les raconter de manière artistique, certes, esthétique, mais je raconte, je transmets. Guérir, ce n'est pas effacer, évidemment. Réparer en construisant du créatif, un livre, de l'art, je suis d'accord avec vous. Un petit extrait encore de votre livre. Quand on vient de ce sang-là, il est inutile de chercher à échapper à son destin, car le sang de nos ancêtres est en nous, vivant parmi les morts. Pour clore cet échange, que diriez-vous à la France d'aujourd'hui qui peine encore à regarder ces fantômes en face? Et que diriez-vous au petit garçon de 7 ans que vous étiez, qui souhaitait alors disparaître pour ne plus souffrir? Mais je crois que malgré tout, entre la France et l'Algérie, il y a une histoire, un passé. On est des voisins, on est des frontaliers. Il y a une communauté algérienne extrêmement importante en France. Il y a des Français qui ont des racines en Algérie. Et on ne construit pas l'avenir en niant l'existence de l'autre ou en niant ce qu'est l'autre, son voisin. On construit l'avenir par la compréhension, de l'empathie, de la solidarité, etc. Il y a un passé terrible de la France en Algérie. Un passé terrible. Un passé qui est ponctué de crimes, de pillages, de tueries,
d'anéantissement, d'humiliation. Ça, ce n'est pas les Français d'aujourd'hui qui sont responsables. Ils ne sont pas responsables. C'est leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, etc., qui sont responsables. Par contre, ce dont ils sont responsables aujourd'hui, c'est devant cette histoire. Que faire de cette histoire-là? Est-ce qu'il faut continuer à cultiver un révisionnisme et des nostalgies des passés, ou au contraire, regarder les Algériens comme un peuple exactement comme tout autre peuple du monde et construire avec lui sur les choses positives, mettre de côté les choses négatives et avancer dans une sorte de complémentarité, comme nous pourrions avancer avec les Espagnols, les Italiens, etc. On peut le faire encore mieux avec les Français si eux font l'effort nécessaire pour cesser d'être des colonisateurs. Ils ne le sont plus. Ils ne peuvent plus avoir la grande nation française de Dunkerque. Non, la France est l'Hexagone, tout simplement, qui se contente de l'Hexagone et qui n'essaie pas de garder l'Algérie indépendante, c'est un pays indépendant, libre, souverain, et il ne lâchera rien de sa souveraineté. Alors, tant qu'à faire, on s'accepte mutuellement tel que nous sommes, avec nos passés, etc., ou bien, chez nous, en tous les cas, les Algériens n'ont pas de nostalgie de revenir vers le passé, ça je vous assure. Alors, on ne peut pas revenir vers le passé, c'est tout. Ils ont énormément de choses à prendre d'eux-mêmes s'ils se mettent à l'écoute des Algériens. Voilà ce que je leur dis. En conclusion, que diriez-vous à l'enfant de 7 ans? Comment? Que diriez-vous à l'enfant de 7 ans que vous étiez? En conclusion. L'enfant de 7 ans, j'étais. En conclusion, je vais prendre la photo, je vais prendre je dis la photo de moi avec mes parents à l'âge de 7 ans au maquis, et je dis ce homme-là, cet homme-là, il a tout fait, il a donné son sang, il a donné sa vie, il a sacrifié ses enfants et sa femme, il a provoqué des souffrances uniquement pour qu'aujourd'hui, toi, tu vives libre, tu profites de tes parents, tu profites de ton pays, tu construis un avenir. Alors, sois fidèle à cette mémoire et ne la sacrifie pas, parce que c'est une mémoire qui a fait de nous, des Algériens, ce que nous sommes. Cher Hosni, merci infiniment. Votre livre est une boussole. Il nous rappelle que derrière les dates et les traités, il y a des oreillers qui vivent de peur et des fils qui attendent des pères qui ne reviendront jamais. Vous ne nous avez pas seulement raconté une guerre, vous nous avez fait ressentir le prix de la liberté à travers le cœur d'un enfant. Votre livre est une réparation. Merci infiniment d'avoir partagé ce sang et ces larmes avec nous. Merci. Merci beaucoup, Hosni. Merci à tous de nous avoir suivis et prenez soin de vous. Merci bien.